Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène qu'à la ville. Oui, les feux de la scène sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confessent d'une certaine manière et déclinent, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire, et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. Imaginez une ville sans pigeons, sans arbres, sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles. Un lieu neutre, pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air et par les corbeilles de fleurs que des petits vendeurs amènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, au contraire, c'est un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Oran est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. À Oran, comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Cela non plus n'est pas original. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir, pour faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Seulement le samedi soir ou le dimanche. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés. Ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Il y a des villes qui vous soutiennent dans la maladie. Un malade a besoin de douceur. Il aime à s'appuyer sur quelque chose. Mais, à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul, pris au piège,
derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite ou d'escompte. La cité s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu, entouré de collines lumineuses. On pourra seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie, et que par conséquent il soit impossible d'apercevoir la mer, qu'il faut toujours aller chercher. On comprendra aisément que rien ne pouvait laisser espérer à nos concitoyens la suite des graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains, invraisemblables à d'autres, au contraire. Mais après tout, un chroniqueur ne saurait tenir compte de ces contradictions. Le narrateur, dont on connaîtra toujours à temps l'identité, sait que ceci a intéressé la vie de tout un peuple, et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. Sa tâche est seulement de dire « ceci est arrivé ». Oh, oh, Monsieur Michel, oh, Monsieur Michel, ah, Monsieur Michel, ce matin, en sortant de mon cabinet, j'ai buté sur un rat. Mort, au milieu du palier du premier étage. Sur le moment, j'ai écarté la bête sans y prendre garde, et puis j'ai descendu l'escalier. Mais une fois dans la rue, j'ai pensé que ce rat n'était pas à sa place. Et je suis remonté pour vous avertir qu'il y a un rat au milieu du couloir du premier étage, et probablement mort. Oh bon, oh, allô, docteur, on poindra dans la maison, hein. Et celui-là, celui-là, c'est une farce. On l'a rapporté du dehors. Ah, dites, docteur, il y a un télégramme pour vous là-haut. Ah oui, merci. Monsieur Michel. Monsieur Michel, alors, vous avez vu de nouveaux rats? Oh non, oh, je fais le guet. Ces cochons-là osent pas. Je suis resté toute la journée en tenant le rat par les pattes. Bon, il n'y avait personne. Je suis arrivé à les avoir. Vous avez pensé au télégramme? Oui, merci. Monsieur Michel? Monsieur Michel? Ah, alors, Monsieur Michel, aujourd'hui, les rats. Allez, docteur, allez! Les poubelles des maisons voisines en sont pleines. C'est la même chose partout. Là, ça ira mieux quand ces rats ont disparu. Vous avez pensé? Oui. Oui, merci. Merci, Monsieur Michel. Hein? Ce tailleur te va bien? Non. Mais non, je dis, ce tailleur te va bien. Qu'est-ce que tu veux? J'avais des papiers à remplir, pas pu venir plus tôt. Qu'est-ce que j'ai... Tu as fait ta valise? Elle est prête? Hein? Un télégramme avertit l'arrivée de ma mère pour demain. Elle vient s'occuper de la maison pendant ton absence. J'aurais dû m'occuper de toi. Tout ira mieux quand tu reviendras, tu verras. Hein? Nous recommencerons? Bon, la garde viendra à 11h et je te mènerai au train de midi. Allez. On va te coucher, j'arrive. Bernard, qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat? Monsieur Michel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce matin, j'ai vu surgir du fond obscur du corridor un gros rat, à la démarche incertaine, aux plages mouillées. La bête s'arrêta, me fixa, drôle de regard. On aurait dit un humain. Il reprit sa course vers moi, s'arrêta encore, et tourna sur lui-même. Tomba enfin sur le flanc, rejetant du sang par
par les babines entr'ouvertes. Je l'ai contemplé un moment, puis je suis parti à l'hôpital. Allez, dors bien. Ah oh c'est non, mais ça va. Hein? Oh non, mais écoute-toi, pour la vie entière. Allez, tu appelles dès l'arrivée. Je t'aime. Pardon, docteur Rieux. Bonjour, on m'a dit que je pouvais vous trouver à la gare, alors dites, ça vous dérange pas, je vous accompagne un moment. Voilà, docteur, je m'appelle Rambert, Raymond Rambert, je suis journaliste. Oui, enfin, j'enquête pour un grand quotidien de Paris, Paris Soir, sur les conditions de vie des Arabes. Et voilà, docteur, j'aurais besoin de renseignements sur leur état sanitaire. Cet état sanitaire n'est pas bon, monsieur Rambert. Mais avant d'aller plus loin, monsieur Rambert, j'ai besoin de savoir si vous pouvez dire toute la vérité. Je suis là pour ça. Non, je veux dire, pouvez-vous porter condamnation totale? Condamnation totale, bon, docteur, pour la métropole, non. Puis, de toute façon, je suppose que cette condamnation totale serait sans fondement. Alors, monsieur Rambert, je ne soutiendrai pas votre témoignage de mes renseignements. Je n'admets que les témoignages sans réserve. Oh, c'est le langage de Saint-Just. Hein. Ah oui, j'en sais rien. C'est le langage d'un homme lassé du monde où il vit. Toujours amoureux de ses semblables, mais bien décidé à ne faire aucune concession. Bon, allez, portez-vous bien. Adieu, docteur. Monsieur Rambert, venez là. Venez là. Alors, dites, j'y pense tout d'un coup. Il y aurait peut-être un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu'on trouve dans la ville en ce moment. Ça vous intéresse? Des rats. Ouais, non, oui, bon, allez. Ça m'intéresse. Bon. Très bien. Je vous attends demain, à l'hôpital, à la première heure. Monsieur Michel! C'est pas. Laissez-moi. Bon, vomi, là. Bon, c'est. Rien, c'est. Du mal à respirer. Là, c'est comme. J'ai comme des grosseurs, là. Non, bon, laissez, docteur. Oh, bon, c'est bon. Là, là, ça ira mieux quand ces rats ont disparu. Je peux pas. Je peux pas, là. Je peux pas. Ça va, allez. Vous avez vu le télégramme. Monsieur Michel, faites ce que je vous dis. Prenez votre température. Couchez-vous. Je viendrai vous voir dans l'après-midi. Je compte sur vous. Monsieur Michel, buvez beaucoup. Pardon, monsieur le commissaire. J'ai pas pu arriver à... Oui, ça va, asseyez-vous, docteur, je vous remercie. Bon, alors, monsieur Grand, vous êtes satisfait? Docteur Rieux est là. Dites donc, en fait, vous n'avez pas pensé à appeler tout de suite le commissariat? Oh, non, monsieur le commissaire, moi je pensais que le plus pressé était d'appeler un médecin, hein, docteur. Oui, ça va. Comment? Non, pas pour l'instant. Si, tiens, amène-le. Là, tout de suite, oui, merci. Bon, alors je récapitule. Enfin, quoi, monsieur Grand? Rien dans l'attitude du désespéré ne laissait prévoir sa détermination suicidaire. Oh, bon, vous savez, monsieur le commissaire, Cottard, mon voisin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Il est représentant en vin et liqueur. De toute façon, nos relations se sont bornées à quelques saluts dans l'escalier. Ça va, gueulez pas comme ça. S'il vous prend. Donne-moi ça. Bon, alors, docteur, je relis le témoignage de monsieur Grand, Joseph Grand. C'est là. Bon, alors, je sortais lorsque j'ai entendu du bruit chez Cottard. C'est alors que j'ai lu l'inscription tracée à la craie rouge sur la porte de mon voisin. Entrée, je suis pendu. Naturellement, j'ai cru à une farce. Et puis j'ai entendu un gémissement drôle et même sinistre, on peut le dire. Alors, je suis entré. Heureusement, je l'ai décroché juste à temps. Oui, c'est ça. Vous parlez de chagrin intime. Tiens, reprends ça. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, monsieur Cottard. Alors, ça va bien? Vous avez lu le témoignage de monsieur Grand, Joseph Grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Chagrin intime. Ouais, c'est très bien.
Avez-vous l'intention de recommencer? Quoi? À avoir des chagrins intimes? Non. À vous suicider? Bon, non, je veux seulement qu'on me foute la paix. Non, mais dis donc, monsieur Cottard! Je voudrais remarquer qu'en ce moment, c'est vous qui troublez celles des autres, hein. Oh! Puis alors, ça va aller. On fout le camp. Autre chose à fouetter. Ah, bah tiens, surtout avec cette sale histoire de rat. Dites donc, docteur, alors, cette histoire de rat, là, c'est sérieux? Hein? C'est sérieux? J'en sais rien. Je vous assure, j'en sais rien. Bon, portez-vous bien, monsieur Cottard. À bientôt, monsieur Grand. En rentrant, j'ai trouvé monsieur Michel, le concierge, dans sa chambre, hors du lit, vomissant, avec de grands arrachements, une bile rosâtre, dans un bidon d'ordures. Ça brûle! Ah, cochon! Ah, ça brûle! Ça brûle! Qu'est-ce que c'est, docteur, m'a dit sa femme. Je lui dis, madame, attendons encore. J'ai prescrit diète et dépuratif. Qu'il boive beaucoup. Il était dévoré par la soif. Plus tard, dans la nuit, je suis redescendu. La fièvre était montée à plus de 40. Le malade délirait sans arrêt. Les cochons, les cochons. Ah, ah, cochon, cochon. Docteur, madame. Encore un peu de patience. En effet, au petit matin, la fièvre était tombée. Moins de 38. Le malade souriait dans son lit. Va mieux. Docteur, docteur, c'est fini, m'a dit sa femme. Je lui ai dit, madame, je vous en prie, attendons encore. 2 heures après, dans l'ambulance, le concierge, le souffle saccadé et court, écartelé par les ganglions. J'ai relevé la chemise. Ils étaient durs, vissés comme des écrous au creux des articulations. J'ai jugé impossible de les ouvrir. Monsieur Michel étouffait, sous une pesée invisible, comme si quelque chose venu du fond de la terre l'appelait sans répit. On avait l'impression qu'il voulait tenir la tête le plus possible éloignée du reste du corps. Sa femme m'a dit, docteur, il n'y a plus d'espoir. Je lui ai dit, il est mort. Non, faites, Castel. Alors, j'ai tout mon temps, docteur. Asseyez-vous. J'arrive, Rieux. Bon. Non, attendez. Non, portez ça au second. Non, plutôt au sous-sol. Oui, merci. Au 17, voilà. Oui, très bien. Bon, alors, Rieux. Hein? Mais bon, souvent, vous m'avez oublié. Heureusement qu'il y a de grandes occasions, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Bon, alors, hein? Rieux, allons, vous savez aussi bien que moi ce que c'est, non, Castel? J'attends le résultat des analyses. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous attendez le résultat des analyses? Moi, mon petit, j'ai pas besoin d'analyse, non? Vous savez, j'ai fait une partie de ma carrière en Chine et j'ai vu quelques cas semblables à Paris, oui. Oh, il y a une 20aine d'années. Naturellement, on n'a pas osé leur donner un nom, hein. L'opinion publique, c'est sacré. Pas l'affolement, surtout, pas l'affolement. Et comme disait un confrère, allons, Castel, enfin, tu déménages. Tout le monde sait très bien qu'elle a disparu de l'Occident, oui. Tout le monde le savait, Rieux, excepté les morts. Bon, allons, vous savez aussi bien que moi ce que c'est. Oui, Castel. C'est la peste. Mais enfin, à Oran, de nos jours, avouez tout de même, c'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? Alors quoi, Rieux? Vous êtes comme les autres? Un humaniste? Vous ne croyez pas au fléau? Hein, mon petit? Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. Vous vous dites, oui, allez, c'est un mauvais rêve qui va passer. Oui, seulement voilà, mon vieux, il ne passe pas toujours. Et de mauvais rêves, ce sont les hommes qui passent. Et principalement les humanistes, parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Vous savez, peste et guerre ont toujours trouvé les gens toujours aussi dépourvus. Quand une guerre éclate, tout le monde dit, oui, allez. C'est trop bête. Ça ne durera pas. Oui, une guerre est certainement trop bête. Seulement voilà, mon vieux, ça n'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si on ne pensait pas toujours à soi. Mais vous êtes comme les autres, vous pensez à vous-même. La trentaine de grandes pestes que l'histoire a connues a fait près de 100 millions de morts.
Hein, Rieux? 100 millions de cadavres semés à travers l'histoire ne sont qu'une fumée dans l'imagination d'un humaniste. Athènes, empestée, désertée par les oiseaux. Les villes chinoises emplies d'agonisants silencieux. Le grand mur qu'on devait construire en Provence pour arrêter le vent furieux de la peste. Jaffa, les séideux mendiants. Les bagnards de Marseille enterrant dans les trous les corps dégoulinants. Les lits humides, des pourris collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople. Les malades tirés par des crochets. Le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire. Les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan. Les charrettes des morts dans Londres épouvantées. Et partout est toujours le cri. Vous entendez, mon petit? Le cri interminable des hommes. On arrête. Je ne trouvez pas qu'il fait assez chaud. C'est insupportable. Asseyez-vous. Rieux, je vous en prie. Tout de même, où sommes-nous? Chaleur. Oui, docteur Richard, merci. Bien, tout le monde est là? Vous êtes prêts? Bon. Venez là. Oh, venez là, allez, Rieux, allons. Bon. Alors, je vous écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe, Rieux? Bon, merci, monsieur le préfet. Chers collègues, j'ai souhaité cette réunion du Conseil de l'Ordre des médecins de rang pour vous dresser un tableau le plus exhaustif possible, mais bien réel, de la situation quotidienne. Voyez-vous, mes chers confrères, la population s'inquiète. Oh, oui, les bavardages exagèrent tout. Monsieur le préfet, il n'y a pas de sérum. J'ai téléphoné ce matin au directeur du dépôt. Il va falloir faire venir ça de Paris. Alors je demande au docteur Richard, président de l'Ordre des médecins de rang, d'ordonner l'isolement des malades. En prie, Rieux. Peu de sang-froid. Voyons. Tout d'abord, la contagion n'est pas prouvée. La preuve, les parents de mes malades sont indemnes. Oui, mais les miens sont morts. Tenez, monsieur le préfet, justement, une phrase qui termine dans mon manuel l'énumération des symptômes. Attendez. Ah, le pouls devient filiforme. Et la mort survient après un mouvement imperceptible, oui. Les 3/4 des gens, c'est chiffre exact, n'hésitent pas à faire ce mouvement imperceptible qui les précipitera, tant la douleur est atroce. Insoutenable. Pour faire une leçon. Allez, merci. Merci, Rieux. C'est vous. Bien. Bon, alors notez. Nous annoncerons... Quoi, par voie d'affiche, quoi? Naturellement, par voie d'affiche, je vous remercie. Bon, alors on recommence. Alors, nous annoncerons par voie d'affiche, merci, que quelques cas d'une peste... De quoi? Fièvre pernicieuse. Ah, fièvre pernicieuse, très bien, merci, vous êtes en forme. Bon, alors on commence. Alors, nous annoncerons par voie d'affiche que quelques cas d'une fièvre pernicieuse, très bien, ont fait leur apparition dans la commune d'Oran. Ces cas ne sont pas assez caractérisés pour que la population s'inquiète. Mais notez bien, je me dois de prendre des mesures d'urgence. Alors comprises et appliquées comme elles doivent l'être, ces mesures sont de nature à arrêter net toute menace d'épidémie. En conséquence de quoi, je ne doute pas que l'ensemble de mes concitoyens n'apprécient mon effort personnel. Bon, vous mettrez la suite. Alors, docteur Richard, quelles sont ces mesures? Ces mesures? Ah, oui. Oui, naturellement, monsieur le préfet. Bien. Dératisation scientifique par injection de gaz toxique dans les égouts. Surveillance étroite de l'alimentation en eau. Les porteurs de puces devront se présenter dans les dispensaires municipaux et les parents devront accepter l'isolement des malades dans quelques salles d'hôpital prévues à cet effet. Ces mesures sont insuffisantes. Maintenant, on va dire la vérité. Combien de lits offrent les pavillons? 80! En 4 jours, les pavillons seront remplis. Monsieur le préfet, je vous ordonne de désaffecter les écoles, de prévoir des hôpitaux auxiliaires, des maisons de quarantaine. Vous allez tous crever! Puis je vais vous dire, même si ce bacille arrive, il est bizarre, le stock de sécurité sera vite épuisé. Le printemps arrive sur les marchés. Des milliers de roses se fanent dans les corbeilles des marchands, au long des trottoirs, et leur odeur sucrée flotte dans toute la ville, comme si de rien n'était.
La nuit, les grands cris des bateaux invisibles. Cette rumeur qui monte de la mer, comme si de rien n'était. Pendant quelques jours, l'épidémie semblera reculer. On ne comptera plus qu'une dizaine de morts. Comment? Le quoi? 5? Ah, 5, oui, merci. Non, madame, non, ce sera rapide. Oui, voilà. Oui, Paul, oui, c'est moi, vraiment. Bon, t'as ton crayon. Mais grouille! Bon, ça y est, t'es prêt? Bon, alors note, titre. Les usines et les entrepôts dégorgent des centaines de cadavres de rats. Dans certains cas, on a été obligé d'achever les bêtes dont l'agonie était trop longue. À la ligne, paragraphe. Depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, les rats attendent en tas dans les poubelles ou en longue file dans les ruisseaux. Titre. Oui ou non, la municipalité envisage-t-elle de prendre des mesures d'urgence pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante? À la ligne. Ordre a été donné au service de dératisation de collecter les rats morts. Tous les matins à l'aube, la collecte finie, 2 voitures du service vont porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures à l'extérieur de la ville afin de les brûler. Paragraphe. En fait, les rats commencent à sortir pour mourir en groupe près des humains, étalés à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu. 6230... Quoi, hein? Quoi, poète? Ah, poète, oh, écoute, je sais pas. Bon, où t'en es? Voilà, museau pointu. 6231 rats collectés et brûlés dans la journée de 25, 8000 environ le 28. L'anxiété est à son comble. Titre, on accuse les autorités. Paragraphe, ceux qui ont des maisons au bord de la mer parlent déjà de s'y retirer. À la ligne, aujourd'hui enfin, l'agence de renseignement a annoncé dans son émission radiophonique que le phénomène a cessé brusquement et que la collecte n'a pris qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respire. Ça, oui, je compte sur toi. Hein? Ah, oui. Ah. Non, c'est gentil. Oh, bah, attends. Dis-lui que je l'aime et que je serai bientôt de retour à Paris. Ah, bon, je peux pas te dire. Ah, bon, allez, merci, Paul. Puis, tout d'un coup, l'épidémie remontera en flèche. Quand le chiffre des morts atteindra la trentaine, je lirai la dépêche officielle que m'entendra le préfet en me disant « Oh, bon, j'aurais eu peur !» La dépêche portera ces mots. Déclarer l'état de peste. Fermer la ville. Bonsoir, monsieur Grand. Là, chez vous, docteur. Ah, alors, un petit CD? Non, ah bon. Dites donc, au fait, docteur, j'ai aperçu la photographie de Madame Rieux en sortant de votre bureau. Oui, ma femme a dû partir hors de la ville pour se soigner dans une maison de campagne. Ah, c'est une chance. Non, enfin, je veux dire, j'espère que votre femme va guérir. Hein? Faut que je vous dise, docteur, moi aussi je me suis marié, fort jeune. C'est même pour me marier que j'ai interrompu mes études et que j'ai pris un emploi à la mairie. Jeanne était une jeune fille pauvre de mon voisinage. Nous habitions le même quartier, j'allais la voir chez ses parents. Son père était cheminot. Sa mère. Ah, sa mère, elle faisait le ménage, Jeanne l'aidait. Ah, oui. Ah, je voyais toujours comme ça, tiens, près de la fenêtre, avec ses grosses mains à plat énormes sur les cuisses, à regarder le mouvement de la rue. Pendant des heures. Un soir, Jeanne, qui regardait une boutique de Noël, émerveillée par la vitrine, elle s'est renversée en arrière en disant que c'est beau. Je lui ai serré le poignet. C'est ainsi que le mariage a été décidé. Le reste de l'histoire? Oh, bah, comme tout le monde. On s'aime, on se marie. On s'aime encore. On travaille. On travaille tant qu'on en oublie d'aimer. Le silence des soirs autour de la table. Vous avez connu ça? Eh bien, vous connaîtrez. Probablement, Jeanne a souffert.
Elle est restée. Il arrive qu'on souffre longtemps sans le savoir. Et puis un jour, elle est partie. Elle n'est pas partie seule. Je t'ai bien aimé, Joseph, qu'elle m'a écrit. Je suis pas heureuse de partir. Mais on n'a pas besoin d'être heureuse pour recommencer. Enfin, en gros, quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi, j'aurais pu recommencer. Je n'ai pas pu. Je l'aimais trop. Ce que j'aurais voulu, c'est lui écrire une lettre pour me justifier. Tant que nous nous sommes aimés, nous nous sommes compris. Sans parole. Mais je n'ai pas pu. J'ai jamais réussi à m'exprimer. J'ai de l'amitié pour vous. Ça me donne de l'émotion. Alors, ce que je voudrais, c'est apprendre à m'exprimer. Je passe des soirées entières à écrire un roman. Ce que je voudrais, c'est que le jour où l'éditeur recevra le manuscrit, il puisse réunir tous ses collaborateurs en leur disant « Je l'ai lu, chapeau bas, c'est parfait. » Je passe des nuits entières sur un mot, sur une simple conjonction. Qu'est-ce que vous croyez? C'est déjà difficile de choisir entre mais, je sais pas, là, et je sais pas, là, voilà. Ben, tiens, la difficulté s'accroît entre puis et ensuite. Puis je vois ça, hein. Ensuite, je vois ça, hein. Mais enfin, je crois que le plus difficile, c'est de savoir s'il faut maîtriser ou s'il faut pas. Mais non, regardez pas ça, c'est ma première phrase, j'en suis encore là. Oh, je crois que j'ai envie de vous la lire. Vous êtes prêts? Bon, alors, docteur, par une belle matinée du mois de mai, une élégante Amazone montée sur une superbe jument alezane parcourait les allées fleurées du bois de Boulogne. Oui, on la voit bien. Hein? Ah, vous verrez quand j'aurai réussi à rendre parfaitement le tableau que j'ai là dans l'imagination, quand cette phrase aura l'allure même du trop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors l'illusion sera parfaite. Hein? Docteur, il sera possible de dire chapeau bas. J'en ai pas pour longtemps. Non, juste une minute. Voilà, vous me remettez. Docteur, mais je suis venu vous voir avant ces événements. Je suis journaliste. Oui, mais oui. Allez, bonjour. Rambert, Raymond Rambert. Alors, vous êtes content, mon petit, vous devez avoir un fameux sujet de reportage en ce moment. Non, c'est pas ça. Non, écoutez, je vais être rapide. Je suis venu parce que je suis pas d'ici. Il est juste de me faire subir une quarantaine, une fois dehors, mais on ne peut pas me retenir. Enfin, c'est d'ailleurs ce que j'ai expliqué au directeur du cabinet préfectoral, que j'ai réussi à toucher ce matin, et alors alors, il a dit qu'il comprenait très bien, mais qu'il ne pouvait rien faire, oui, cet idiot. Et comme le correspondant de mon journal a le malheur d'être un imbécile, c'est une nouille. Alors, et comme on m'a dit que vous avez pris une grande part dans les décisions qui avaient été prises, alors voilà, je suis venu pour vous demander un papier, si vous pouviez faire une exception. C'est-à-dire un certificat. C'est ça, un certificat où il serait inscrit que j'ai pas cette sacrée maladie. Hein? Je crois que ça pourrait m'être utile. Non. Non, monsieur Rambert. Je ne peux pas vous faire ce certificat comme ça. Et pourquoi? Pourquoi? D'abord parce que j'ignore à l'instant même où nous parlons si vous êtes infecté ou pas. Et j'ignore aussi si à partir du moment où vous serez sorti de mon bureau et celui où vous entrerez à la préfecture, vous ne serez pas infecté. Et puis même si je vous ai ce certificat, comme vous dites, il ne vous servira de rien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'hommes dans votre cas. On ne peut pas faire d'exception. Je ne suis pas d'ici. Ah, à partir de maintenant, mon petit, que vous vouliez ou non, vous serez d'ici. Bon. Bon, de toute façon, il n'y a qu'à vous regarder. Hein. Allez, continuez à jouer au héros, rieux. Hein. Vous voulez que je vous dise? L'héroïsme, j'ai appris que c'était facile et que c'était meurtrier. C'est pas pour moi que je pars. Oh, je suis pas lâche. Hein. Je l'ai prouvé. Dans ma vie,
je fais le tour du monde. Non, c'est pour elle. Bah oui, parce que j'ai laissé ma femme à Paris. Enfin, c'est pas ma femme. Ben, c'est la même chose. On s'est rencontrés depuis peu. On s'aime bien. Alors, voilà, voilà, je pensais que vous pourriez me faire un papier. Oui, enfin, un certificat. C'est ça, un certificat où il serait inscrit que j'ai pas cette sacrée maladie. Je crois que ça pourrait m'être utile. Non. Non, je ne vous ferai pas ce certificat, M. Rambert, pour 2 raisons. D'abord, parce qu'à l'instant où nous parlons, j'ignore totalement si vous êtes infecté ou pas. Et puis, à partir du moment où vous serez sorti de mon bureau jusqu'à celui où vous entrerez à la préfecture, j'ignore aussi si vous serez infecté ou pas. Et puis même, si je vous ai ce certificat, comme vous dites, il ne vous servira de rien. Parce qu'il y a des milliers d'hommes dans votre cas. On ne peut pas faire l'exception. Non, mais dis donc, je suis pas d'ici. Ah bon? À partir de maintenant, mon petit, que vous le vouliez ou non, vous serez d'ici. Ouais. Je sais même pas pourquoi je suis venu vous voir, il n'y a qu'à vous regarder, hein. Allez, rieux, allez. Bravo, allez, continuez à jouer au héros, hein. Vous voulez que je vous dise? L'héroïsme, j'ai appris que c'était facile et que c'était meurtrier. Venez là, venez là! Écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout ça. Il s'agit d'honnêteté, oui, oh, je sais, c'est peut-être difficile à comprendre, mais la meilleure façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Puis je vais vous faire un aveu, tiens. J'ignore totalement pourquoi vous êtes journaliste, je m'en fous. Mais ben voilà, ça vous honore. Alors je vais vous dire, j'ignore totalement pourquoi depuis 20 ans je suis médecin. Oh, peut-être parce que c'est une situation comme une autre. Hein? Une de celles que les jeunes gens se proposent. Et puis peut-être aussi parce que c'était particulièrement difficile pour un fils d'ouvrier, comme moi. Et puis, il a fallu voir mourir Rambert. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de mourir? Avez-vous jamais entendu une femme crier avant de mourir? Pas moi. Docteur. Pas moi. Moi, oui. Et je me suis aperçu que je ne pouvais pas m'y habituer. La bonne chance. Allô? Bah oui, c'est moi, mais complètement idiot. Qui voulait que ce... Comment? Oui, Castel. Ah, bah passez-le moi. Oui. Oui. Ah. Quand? Bah. Non, mais n'ébruitez pas. Oui. Oui, bien sûr. Bon, bah écoutez... Ah non, mais non, je peux pas, là. Oui, laissez-moi 20 minutes. Comment ça, il n'y a plus d'essence? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Je vais venir à pied. Oui, merci. On recommencera, bien entendu. Merci, Castel. Et bien alors, Rambert, vous n'êtes pas parti? Si. Enfin, je sais pas comment, mais je réussirai à foutre le camp. Non, on fait la paix, allez, rieux. Allez, en attendant que je sois parti, je peux vous être utile. Alors employez-moi dans vos, comment vous dites là, vos maisons de quarantaine, là, vos hôpitaux auxiliaires. Et bien alors, vous voulez pas de moi? Si. C'est bien ce que vous faites. C'est très courageux. Merci, mon petit. Merci. Mes frères, voyez-vous, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez mérité. La première fois que ce fléau apparaît dans l'histoire, c'est pour frapper les ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël. Pharaon s'oppose au dessein de l'Éternel et la peste le fait tomber à genoux. Depuis le début de toute l'histoire, le fléau de Dieu mit à ses pieds les orgueilleux et les aveugles. Si aujourd'hui la peste vous regarde, c'est que le moment de réfléchir est venu. Voyez-vous, mes frères, on lit dans la légende dorée du roi Humbert de Lombardie
que l'Italie fut ravagée d'une peste si violente qu'à peine les vivants suffisaient-ils à enterrer les morts. Et voyez-vous, mes frères, cette peste sévissait surtout à Rome et à Pavie. Et un bon ange apparut, visiblement, accompagné d'un mauvais ange qui tenait dans sa main un épieu de chasse, et il lui ordonnait de frapper les maisons. Autant de coups il en portait, autant de morts il en sortait. Voyez-vous, mes frères, c'est la même chasse mortelle qui court aujourd'hui dans nos rues. Voyez-le, cet ange de la mort, beau, comme Lucifer, brillant comme le mal lui-même, dressé au-dessus de vos toits. À l'instant même, les pieux résonnent sur le bois de votre porte. À l'instant même, la peste entre chez vous. Elle s'assied dans votre chambre. Elle attend votre retour. Et c'est ici, mes frères, que se manifeste la miséricorde divine qui a mis en toutes choses le bien et le mal, la colère et la pitié, la peste et le salut, ce fléau qui vous meurtrit, il vous élève et vous montre la voie. Une lueur d'éternité gît au fond de toute souffrance. Elle éclaire, cette lueur, les chemins crépusculaires qui mènent à la délivrance. C'est pourquoi, mes frères, malgré les cris des agonisants, j'espère, contre toute attente, que vous adresserez au ciel la seule parole qui soit chrétienne et qui est d'amour. Dieu fera le reste. Amen. Tarou. Jean Tarou. Je suis venu vous voir, rieux, parce qu'on m'a dit que vous étiez complètement dépassé par les événements. Oh, le concierge de l'hôtel d'Angleterre. Ah je vous en prie, si vous voulez avoir une idée exacte de ce que les gens en pensent, demandez donc au concierge, au taxi. Oui, comment? Ah non, j'habite Oran depuis 8 jours. Oui, c'est ma chance, oui. Bon, écoutez, généralement, en temps de guerre, on remplace le manque de matériel par des hommes. Mais vous manquez d'hommes aussi. Oui, je sais, vous n'avez reçu l'appui que d'une centaine de médecins. Alors écoutez, je suis venu vous proposer une organisation de formation sanitaire libre. Nous résisterons. J'ai des amis un peu partout. Ils formeront le premier noyau. Et j'y participerai, bien entendu. Monsieur Tarou, je vous remercie. Non, c'est très courageux, mais il est de mon devoir de vous avertir, ce travail peut être mortel. Vous n'aurez qu'une chance sur 3 d'en sortir. Oh, allons, rieux, ces estimations n'ont pas de sens. Attendez, je vous raconter une histoire, docteur. Il y a 100 ans, une épidémie de peste a tué tous les habitants d'une ville de Perse, excepté l'un d'entre eux, le laveur des morts, qui n'avait jamais cessé d'exercer son métier. C'est pas drôle. Il a gardé sa 3e chance, voilà tout. C'est bientôt l'été. Le soleil se fixe. Les persiennes sont closes. De loin en loin, clac, les coups de feu des équipes spéciales chargées de tuer les chats ou les chiens qui pourraient communiquer des puces. Hier, j'ai passé un long moment à la gare. Oui, l'accès des quais est interdit, mais les salles d'attente restent ouvertes et fraîches. Je suis venu lire d'anciennes pancartes interdisant de cracher, le règlement de la police des trains, quelques horaires. Je me suis assis dans un coin sombre. Un vieux poêle de fonte refroidissait au milieu de décalques en 8 de vieux arrosages. Au mur, quelques affiches plaidaient pour une vie libre et heureuse à Bandol ou à Cannes. Les images les plus difficiles à supporter étaient celles de Paris. Un paysage de vieilles pierres et d'eau, les pigeons du Palais Royal, la gare du Nord, les quartiers déserts du Panthéon. Je ne savais pas avoir tant aimé Paris. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah,
docteur, j'ai commencé ma première phrase. Vous êtes prêts? Bon, alors, par une belle matinée de mai, une élégante Amazone montée sur une superbe jument alezane parcourait les allées fleuries du bois de Boulogne. Vous avez remarqué, j'ai supprimé le mois de mai. Ah bah oui, parce que mois de mai allonge trop. Oh, je voudrais un terme qui photographierait la fastueuse jument que j'ai là dans l'imagination grâce, oh bon non, c'est péjoratif, reluisante. Par une belle matinée de mai, une élégante Amazone montée sur une reluisante jument alezane. Non, le rythme ne s'y prête pas, j'ai trouvé. Noir, une noire jument alezane. Le noir indique discrètement l'élégance, selon moi. Impossible. Pourquoi? Alezane n'indique pas la race, mais la couleur. Couleur? Ah, une couleur qui n'est pas le noir. Heureusement que vous êtes là. Oh, j'ai trouvé. Par une belle matinée de mai, une élégante Amazone montée sur une somptueuse jument alezane parcourait les allées fleuries du bois... Oui, j'aurais besoin de renseignements sur la façon dont les allées du bois de Boulogne sont fleuries. Il ne me semble pas qu'elle le soit, monsieur Grand. Allez. Docteur, il n'y a que les artistes qui sachent voir. Non, moi, j'ai jamais connu Coran. Et Montélimar. J'aurais besoin de... j'ai trouvé. Par une belle matinée de mai, une élégante Amazone montée sur une somptueuse jument alezane parcourait les allées pleines de fleurs du bois de Boulogne. Non, les trois génitifs résonnent fâcheusement. Dites, si je supprimais Boulogne, tout le monde comprendrait, n'est-ce pas? C'est pour ce soir, oui, ça va coûter pas mal d'argent. Comment? Non, c'est une filière, une organisation. Oui, c'est Cottard qui m'a mis en rapport. Comment? Non, mais voilà, je suis venu pour vous prévenir. Je serai plus là. À minuit, je fous le camp. Alors, voilà, j'ai pensé que, comme il faut me remplacer dans la maison de quarantaine, moi, je sais pas, j'ai pensé que le père Panou, hors de question. Mais dites donc, puisque c'est une filière de Cottard, pourquoi n'en profite-t-il pas pour foutre le camp lui-même? Docteur, Cottard, il s'y trouve bien, lui, dans la peste. Vous le savez très bien, d'ailleurs, s'il faudrait pour lui, c'est un tremblement de terre. Un vrai. Ouais. Quel salaud. Attendez, c'est pas pour ça que je pars. Vous le savez bien. Rieux, je pars parce que vous m'avez menti. Vous saviez dès le début que ça durerait longtemps. Très longtemps. Elle vieillira pendant tout ce temps. À 30 ans, on commence à vieillir. Faut profiter de tout. Bon, de toute façon. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à tout ça? Bonne chance et merci, Rieux. Rambert, venez là. Vous avez besoin d'argent? Oui, peut-être que moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose pour le bonheur. Et puis, je vous rassure, vous avez parfaitement raison, la pitié, je ne connais pas. Quand une mère me reçoit avec un sourire mal dessiné, en m'ouvrant sa porte, docteur, entrez, j'espère bien que c'est pas cette fièvre dont tout le monde parle. Vous savez ce que je fais? Je pousse la porte. Je sais très bien ce qui m'attend derrière. Une petite fille. Je soulève les draps. Je relève la chemise. Je contemple les taches rouges sur le ventre et les cuisses. Tous les soirs, des mères hurlent devant des ventres offerts avec leurs signes mortels. Tous les soirs, des bras s'agrippent aux miens, tous les soirs, des timbres d'ambulance qui déclenchent des crises. On se fatigue de la pitié quand la pitié ne sert plus à rien. Bonne chance. Allô? Oui. Oui, je voulais passer le mois. Oui, Castel. Quand? Là? Mais vous êtes sûr? Oui. Oui. Merci. J'arrive. Bien sûr. Non. Mais non, c'est nerveux. Mais je sais pas. mais oui. Oh non. Enfin, oui.
Oui, merci. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Robert, vous n'êtes pas parti? Non. Je pars plus. Attendez. Je viens de réfléchir. Si je partais, j'aurais l'impression d'être lâche. Ça me gênerait beaucoup pour aimer celle que j'ai laissée là-bas. Ah, je suis d'ici. Hein? Ah, je suis d'ici. Jusqu'au bout. Je suis d'ici. Le narrateur croit qu'il convient maintenant de préciser que c'est au milieu de cette année-là, au mois d'août, que le vent se leva et souffla sur la cité empestée, soulevant des vagues de papier, de paperasse contre les jambes des promeneurs. On les voyait la nuit venue courbés en avant, le col relevé, se hâter par les rues. Il y eut une recrudescence d'incendie. Renseignement pris, il s'agissait de personnes revenues de la quarantaine et qui, affolées par la mort et le deuil, mettaient le feu à leur maison, dans l'illusion qu'elles y faisaient mourir la peste. On fusilla 2 voleurs. La seule mesure qui semblait impressionner tous les habitants fut l'institution du couvre-feu. À 11 heures, plongée dans la nuit complète, la cité était de pierre. Et ce ne sont pas les histoires, les légendes qu'on rapportait à propos des enterrements qui étaient de nature à rassurer nos concitoyens. Et là, le narrateur s'en excuse, mais il va falloir parler des enterrements, très brièvement. Ce qui caractérisait au début nos cérémonies, c'était la rapidité. Les veillées funèbres étaient interdites à l'église, si bien que celui qui était mort dans la soirée passait sa nuit tout seul. Celui qui était mort dans la journée était enterré sans délai. Un prêtre attendait déjà le corps au cimetière, le goupillon à la main. La famille s'engouffrait dans un taxi. Un quart d'heure après, elle était au cimetière. On sortait la bière, on sortait le corps lui-même, nu de cette bière. On le laissait glisser au fond du trou. On avait creusé 2 immenses fosses. Il y avait la fosse des hommes, il y avait la fosse des femmes. De ce point de vue, l'administration respectait les convenances. Ce n'est que bien plus tard, par la force des choses, qu'on enterra pêle-mêle hommes et femmes, sans souci de la décence. Mais dans la période qui nous occupe, la séparation des 2 fosses existait encore. Au fond de chacune d'elles fumait et bouillonnait une grosse épaisseur de chaux vive. Alors on laissait glisser le corps nu jusqu'au fond de cette chaux vive, et on le recouvrait encore d'une autre épaisseur de chaux vive. Le préfet se montrait satisfait. « Ouais, oh, ça vaut bien mieux que les chroniques des anciennes pestes, avec les charrettes des morts, conduites par des nègres. » Oui. Monsieur le préfet, nous faisons le même enterrement. Ben, nous faisons des fiches. Vous avez raison, le progrès est incontestable. Mais la place va manquer. Alors on expropria les occupants des concessions à perpétuité, mais la place manqua encore. Alors un employé de la mairie facilita beaucoup la tâche des autorités en conseillant d'utiliser le tramway qui autrefois desservait la corniche et qui se trouvait sans emploi. Alors la nuit venue, on entendait cahoter les véhicules avec leur chargement de fleurs et de morts. Les familles réussissaient à se hisser jusqu'en haut de les corniches et à jeter des fleurs sur les baladeuses au passage des tramways. La peste avait enlevé à chacun toute notion d'amour. Oui. Vous avez oublié? L'amour demande un peu d'avenir, un peu d'espoir. Il n'y avait plus pour nous que des instants. Pendant le mois de septembre, la peste garda la ville repliée sous elle. Mon, tu dors? Oh non, je t'en prie, Bernard, je t'attendais. Dis, on va garder l'éclairage réduit pendant toute la peste. Oh, mon petit, ça sera triste. Tu as des nouvelles? Oui. Oui, j'ai reçu un télégramme. Tout va bien, si j'en crois ce qu'elle me dit. Tu sais, maman, aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle forme d'épidémie, la peste pulmonaire. La contagion se fait de bouche à bouche dans la peste pulmonaire. Tu as peur? Non. Mon petit, à mon âge, je suis vacciné. J'ai tout préparé pour ton ami et toi. Faites pas de bruit.
Merci, entrez. Vous voulez boire quelque chose, Tarou? Oh non, oh non, oh non, merci, merci. J'ai assez bu, oui. Bon! Ah ben. Ah tiens, au fait, Rieux, vous avez de l'amitié pour moi? Ah, ça me rassure. Voulez-vous que ce quart d'heure soit celui de l'amitié? Il faut que je vous dise, j'étais pas pauvre comme vous. Ah non. Ah non, mon père était avocat général. Oui, ma mère. Ah, ma mère? Ma mère, elle était simple et effacée. J'ai jamais cessé de l'aimer. Mais je préfère ne pas en parler. Alors lui, mon père, dans sa robe rouge de magistrat, était un homme raisonnable, oui, pour lequel on pouvait avoir une estime raisonnable. Oui. Ouais, oh, il avait des maîtresses, j'en suis sûr. Mais je lui en veux pas, comme tout le monde. Il tenait le milieu. À l'âge de 18 ans, mon père a voulu que j'assiste à une de ces cérémonies en cour d'assises. Une affaire importante, propre à frapper les jeunes imaginations. Et dans le fond, je suis sûr que mon père voulait me faire entrer dans la même carrière. Seulement voilà, Rieux, je n'ai gardé de cette journée qu'une seule image, celle du coupable. Ah oui, je crois qu'il était coupable. De quoi? Oui, bon, on s'en fout. Alors, ce petit homme d'une trentaine d'années, pauvre, au poil roux, avait l'air si effrayé de ce qu'il avait fait, et de ce qu'on allait lui faire, qu'au bout de quelques secondes, je n'eus plus Dieu que pour lui. Il avait l'air d'un hibou roux effarouché par une lumière trop vive. Tiens, sa cravate n'était pas exactement à l'angle du col. Il se rongeait les ongles. Insupportable. Une seule main. Non, ah oui, la gauche. Enfin bref, il était vivant, vous avez compris. Mon père, dans sa robe rouge de magistrat, obtint sa tête. Alors, dès cet instant, je commençais à m'intéresser sérieusement aux condamnations à mort. Et j'ai compris que mon père avait dû assister plusieurs fois à l'assassinat. Oui. La veille, il demandait son réveil, il devait se lever tôt. Vous devez penser que je suis parti aussitôt? Non. Là, je suis resté, quelques mois. Un jour, mon père a demandé son réveil. Quand il revint, j'étais parti. J'ai fait tous les métiers. Ça m'a pas trop mal réussi. Jusqu'au jour où j'ai décidé de les suivre. Mes amis. Ceux que j'aimais et que j'ai jamais cessé d'aimer. Il n'y a pas de pays en Europe, à l'Est, dont je n'ai partagé les luttes. Bien entendu. Je savais que nous aussi, nous prononcions quelques condamnations à mort, mais mes amis me disaient que ces quelques morts était nécessaire pour amener un monde meilleur, où l'on ne tuerait plus, et que la meilleure façon de donner raison aux robes rouges, c'était de leur laisser l'exclusivité de la condamnation. Vous l'avez cru? Hein? Oui, je l'ai cru. Jusqu'au jour où j'ai vu une exécution. C'était en Hongrie. Vous avez déjà vu fusiller un homme? Non, je suis bête. Ça se fait généralement sur invitation. Alors, Rieux, vous allez être resté aux estampes. Un poteau, un bandeau et au loin quelques soldats. Eh ben non. Savez-vous par exemple que le peloton des fusilleurs se tient à 1,50 m du condamné? Savez-vous que si le condamné faisait 2 pas en avant, il heurterait de la poitrine le bout des fusils? Savez-vous que les fusilleurs, avec leurs grosses balles, concentrent leurs tirs sur la région du cœur et qu'ils y font un trou? On pourra mettre le point. Alors j'ai compris. J'ai compris que j'avais été responsable de la mort de millions d'hommes, en trouvant bon les actions et les principes qui l'avaient fatalement entraîné. À gauche, à droite. Ils sont tous des assassins. On ne peut plus les arrêter. C'est à qui tuera le plus. Ils sont dans la folie du meurtre. Alors j'ai décidé de faire partie de la 3e catégorie. Je me suis mis du côté des victimes. Ouais. On est en meilleure compagnie. Vous savez, Rieux, il y a une qualité qui me manque pour faire un meurtrier raisonnable. Haïr les hommes.
Oui, peut-être devenir un saint. Mais non, je ne crois pas en Dieu. Bah, justement, docteur, c'est le seul problème concret aujourd'hui. Comment devenir un saint sans Dieu? Bon, allez, on a assez discuté. Allez, venez, je vous emmène, on va prendre un bain de mer. Tiens, ça, c'est un plaisir digne, même pour un saint. Allez, venez. Non. Non, je peux pas, ma mère m'attend. Ah. Il y a 2 ans, on ne peut pas dire que ma mère soit morte. Elle s'est effacée, un peu plus que d'habitude. Et quand je me suis retourné, elle n'était plus là. Bernard, mon petit, monsieur Tarou ne va pas bien. Attends, il est sorti ce matin et puis il s'est senti mal, il s'est recouché. Je lui ai donné ma chambre. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah ben, il y a de la fièvre. Alors qu'est-ce que vous ressentez? C'est curieux, rieux. Je ressens les 2 séries de symptômes. Si c'est la peste, faudra me le dire. Je veux faire une bonne femme. Arrêtez de débloquer, tiens, relevez la chemise. Puis d'abord, il faut vivre pour devenir un saint. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Qu'est-ce que vous faites, Rieux? Hein? Rien, je vous injecte le sérum. Rieux, c'est la première fois que je vais injecter le sérum sans ordonner l'isolement. Vous voyez ce que vous faites? Stupide. Allez, relevez ça. Voilà. Bon, allez, hein? Allez, tâchez de dormir. N'oubliez pas de boire. Je reviens vous voir. Tout à l'heure. Non, c'est la peste. Oh. Non. Oh. Pas maintenant. Gardons-le. Tu sais bien que c'est impossible. C'est le premier droit que je m'accorderais si tu n'étais pas là. Mais je suis vacciné, Bernard. Tarou aussi l'était. Il a dû oublier la dernière injection ou quelques précautions. Alors, la fièvre est tombée. Ça veut dire quelque chose? Hein? Non, ça ne veut rien dire. Vous savez comme moi qui a toujours une rémission matinale. Merci, Rieux. Oui. Allez, prenez-moi ça. Doucement. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler. Je reviens dans l'après-midi, de toute façon. Mens. J'ai vu cette forme humaine qui m'a été si chère, percée de coups d'épieu, tordue par un mal surhumain, s'immerger dans les eaux de la peste. Moi, sur le rivage, les mains nues, sans rien. Tarou s'est tourné brusquement contre le mur. Il a expiré, avec une plainte creuse, comme si quelque chose en lui, une corde essentielle, s'était rompue. Je me suis toujours demandé ce qu'on pouvait dire dans ces cas-là. Le silence s'est élevé de ce lit où j'ai laissé mourir un homme. Oui. Bonjour Raymond. Docteur, le juge Othon désire vous voir. Ah, hein. Non, restez là, pour être utile.
Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, docteur. Alors, pour mon fils, c'est ça? Oui, monsieur le juge. Eh bien alors, faites ce qui est prescrit. Ce sera vite fait, monsieur le juge, si je puis téléphoner. Ah, madame Othon, j'en prie, je vous en prie, madame, entrez. Asseyez-vous. Madame, vous devriez préparer quelques affaires. Vous savez ce que c'est? Vous serez logé dans la maison de quarantaine dirigée par monsieur Rambert. Mais pour vous, monsieur le juge, il n'y a plus de place. Il faudra vous contenter du stade municipal à l'aide des tentes prêtées par le service de voirie. Eh bien, docteur, c'est la même loi pour tous, il est juste d'obéir. Oui, monsieur le juge. Bien entendu. Allô, oui. Laissez-moi parler, c'est insupportable. Oui, mais je m'en fous. Alors écoutez-moi. Bon, allez, préparez le 17. Hein? Ah, j'ai complètement oublié. Oui. Et qu'est-ce que vous avez au second? Ah, ben, ça fera l'affaire. Othon. Non, le fils Othon. Oui, merci. Pardon. Voilà, monsieur le juge, c'est fait. Madame Othon, que puis-je faire pour vous? Madame Othon, sauvez mon enfant. Celui-là était innocent, mon père. Vous le savez bien! Qu'est-ce qui vous prend? Docteur, pourquoi hurlez-vous? Pour moi aussi, la mort de cet enfant était insoutenable. Ah oui? Vous étiez où? En discussion avec le muet? J'y étais, moi. Pauvre gosse. Il avait pris dans le lit une pose de crucifié. Grotesque. Je suis entré, il s'est redressé, m'a regardé, m'a grippé. Il s'est mis à crier, un drôle de cri, un cri continu, comme venu de tous les hommes à la fois. Le cri de l'enfant faiblissait de plus en plus, et puis plus rien. Était mort. Un reste de larmes sur le visage. Mon père, le premier prêtre de campagne qui administre ses paroissiens et qui a entendu la respiration d'un mourant, pense comme moi. Il soignerait la misère avant de vouloir en démontrer l'excellence. Docteur, je viens de comprendre ce qu'on appelle la grâce. Ah oui, c'est ce que je n'ai pas. Docteur, peut-être faut-il aimer sur cette terre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Non! Vous ne me ferez jamais aimer cette création qui fait mourir des enfants. Je n'ai plus rien à vous dire. Adieu. Docteur. Oui, Raymond. Docteur, le juge Othon est mort. Il n'a pas eu de chance. Vous parlez de sa mort ou de sa vie? Docteur, le père Paneloux est mort. Et alors? Il n'aura pas souffert, il avait tout placé en Dieu. Quand Joseph Grand tomba malade, il voulut écrire à Jeanne pour qu'elle sache. Docteur, si je meurs, brûlez-le! Mais Joseph Grand s'en est sorti. Oui, le sérum de Castel connaît des réussites. La peste est traquée. Elle serait dit pourtant pour emporter les malchanceux de la peste, ceux qu'elle tue en plein espoir. Mens. Ce serait pas long. Mais tu le sais très bien, mais j'accompagne Rambert à la gare. Mens. Les portes se sont ouvertes. Des navires venus des mers lointaines mettent déjà le cap sur notre port, marquant par leur venue que ce jour doit être pour tous ceux qui gémissaient d'être séparés, celui de la grande réunion. Allez, je ne serai pas long. À tout de suite. Tu as des nouvelles? Oui. J'ai reçu un télégramme. Ma femme, il y a 8 jours. Elle est morte. Non, pleure pas. Depuis des mois, depuis des jours, c'est la même douleur qui continue. Non?
J'ai accompagné Robert à la gare. Il n'a pas eu le temps de voir venir vers lui une forme qui courait. Il l'a tenue à plein bras, serrant contre lui cette tête dont il ne voyait que les cheveux familiers. Il a laissé couler ses larmes sans savoir si elles venaient de son bonheur présent ou d'une douleur trop souvent réprimée. Il sait maintenant que s'il est quelque chose qu'on peut espérer toujours et obtenir quelquefois, c'est la tendresse humaine. Ils sont tous rentrés chez eux, aveugles au reste du monde, oublieux de toute misère et de ceux qui n'ont trouvé personne, ceux qui ont perdu toute joie avec l'être égarés dans une fosse anonyme ou fondus dans un tas de cendres. Pour cela, père, mère, maîtresse, amant, époux, frère ou sœur, c'est toujours la peste jusqu'au bout de la vie. Mais qui pense à ces solitudes? On danse sur toutes les places. Les cloches de la ville ont sonné à la volée. Toute l'après-midi, tout crie, tout rit. La terreur a fait son temps. Ils nient tous que nous ayons connu ce monde insensé où le meurtre d'un homme était aussi quotidien que celui d'une mouche. Ils nient que nous ayons été ce peuple abasourdi dont tous les jours une partie s'engouffrait dans la gueule d'un four, pendant que l'autre, chargé des chaînes de l'impuissance et de la peur, attendait son tour. La peste peut-elle ainsi venir et repartir sans que le cœur des hommes en soit changé? Cette chronique touche à sa fin. Il est temps que le docteur Bernard Rieux avoue qu'il en est l'auteur. Mon métier continue. Il n'y a pas de congé pour mes malades. Non, non, docteur, vous passerez pas, il y a l'autre fou qui tire d'une fenêtre. Mais c'est la fenêtre de Cotard, pourquoi tire-t-il? Oh bah, on l'ignore. Les enfants s'amusaient dans la rue pour fêter ça. Le bordel des pétards. Oh, au premier coup de revolver, personne n'a rien compris. Il y a eu des cris, des blessés, mais c'est un fou. Il a même tiré sur un chien. Dites, docteur, c'est vrai qu'ils vont faire un monument aux morts de la peste? Oui. Oui, le journal le dit, une stèle ou une plaque. Oh, mais t'es sûr? Oh ben, la peste, la peste. On est la peste, on est la peste. Et alors? Hein? Pour un peu, il demanderait décoré. Mais qu'est-ce que c'est la peste? Je vais vous le dire. La peste, c'est la vie. Voilà tout. Alors il y aura des discours, non morts. Oui, et alors, et après? Hein? Ils iront casser la croûte. Docteur, faut que je vous dise, j'ai écrit à Jeanne. Oh, ça va mieux. Hé, docteur, j'ai recommencé ma première phrase. J'ai supprimé tous les adjectifs. J'ai décidé de rédiger le récit qui s'achève ici pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur a été faite, et puis aussi pour dire ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Et puis, je sais ce que cette foule en joie ignore et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Qu'il va rester caché pendant des dizaines d'années dans les malles, les mouchoirs, les tiroirs, les meubles, les livres, et que peut-être le jour viendra où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillera ces rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de leur
n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Ah bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.